Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, de vives tensions entre le Mali et la Mauritanie après la mort et l'enlèvement d'au moins une dizaine de civils mauritaniens à la frontière entre les deux pays. Nouakchott accuse l'armée malienne et les combattants du groupe russe Wagner, mais Bamako fait silence radio, élément de réponse à suivre. À la une aussi, Nairobi sous les eaux. La capitale kenyane a subi de fortes précipitations ces derniers jours. Des arbres se sont couchés au milieu des routes. De nombreuses rivières sont sorties de leur lit. Et en quelques minutes, des centaines de logements sont devenus inhabitables. Le dossier politique de ce dimanche soir nous emmènera au Togo. Le pays traverse une séquence politique à quelques jours des législatives qui se tiendront le 29 avril. Le pays a changé de constitution et de régime politique passant de présidentiel à parlementaire. L'opposition et des membres de la société civile sont vent debout. Certains dénoncent un coup d'État constitutionnel. Le pouvoir, au contraire, argue d'une plus grande stabilité politique d'un régime parlementaire. Pour décrypter tout ça, cette séquence, nous sommes avec le journaliste indépendant et chercheur associé à l'IRIS, Francis Laloupo. Le ministre de la Défense mauritanien a été reçu à Bamako, une visite pour évoquer les tensions diplomatiques qui existent entre les deux pays frontaliers. En effet, au moins une dizaine de civils mauritaniens auraient été tués ou enlevés, une situation qui a provoqué la colère de Nouakchott qui parle d'exactions répétées subies par ses ressortissants. Les explications de notre correspondant régional, Serge Daniel. Convocation de l'ambassadeur du Mali en Mauritanie par le ministère des Affaires étrangères, envoi d'une mission spéciale de Nouakchott à Bamako pour porter un message officiel. La Mauritanie proteste contre ce qu'elle appelle les exactions subies par ses ressortissants civils à la frontière entre les deux pays. Dans au moins 3 villages à ces frontières, selon nos sources, une dizaine de civils mauritaniens tués, blessés ou même enlevés. La Mauritanie pointe du doigt des groupes armés non identifiés, mais également les forces de défense et de sécurité du Mali. Nouakchott n'a pas aussi apprécié, il y a environ 2 semaines, l'intrusion sur son territoire de groupes Wagner, d'éléments du groupe Wagner venus du Mali, qui étaient à la poursuite d'éléments armés. Nous n'allons plus rester les bras croisés, explique-t-on à Nouakchott pour dire que la sécurité sera renforcée le long des 2 frontières. On passe au Burkina Faso où les habitants de Diapaga, dans l'est du pays, ont décidé de braver les risques et de manifester contre les attaques terroristes. Ils demandent également un ravitaillement en vivres indispensable, soulignant la montée alarmante des exactions terroristes qui ont déjà coûté la vie à des milliers de personnes. Makama. Cette semaine, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les régions des villes de Diapaga, de Mouna et dans d'autres localités du Burkina Faso, dénonçant une insécurité grandissante et appelant les autorités à prendre des mesures face aux attaques djihadistes récurrentes. Les organisateurs de ces manifestations pointent du doigt le manque d'action du gouvernement face à la multiplication des attaques djihadistes. Ces manifestations interviennent alors que l'armée burkinabé a acquis de nouveaux matériels dans une volonté de moderniser ses équipements, selon une source militaire burkinabé avec qui nous avons échangé. Pour cet aspect en sécurité, il est urgent de faire face à cette réalité pour éviter de tomber dans un cycle de crise perpétuelle. Si le Burkina et les pays voisins ne cherchent pas une solution concrète, pragmatique, mais mettre l'idéologie en avant, oui, il y a ce risque de perpétuation de la crise, enfin pas la crise, de la violence. Ne pas rester enclavé physiquement et ajouter un enclavement politique, moral et commercial, je pense que pour un peuple de grands travailleurs, ce serait la double peine. Depuis 2015, les attaques terroristes ont coûté la vie à plus de 20 000 personnes et ont contraint des milliers d'autres à fuir, créant ainsi une situation de déplacement massif. Le Kenya, victime de précipitations intenses ces derniers jours, la saison des pluies en cours affecte grandement Nairobi. Durant la nuit de samedi à dimanche, la capitale s'est retrouvée sous les eaux. Des arbres se sont couchés au milieu des routes, de nombreuses rivières sont sorties de leur lit et en quelques minutes, des centaines de logements sont devenus inhabitables. La correspondance de Bastien Renouille.
Il va falloir s'habituer à ces pluies, préviennent les météorologues kenyans. La saison des pluies au Kenya a démarré il y a près de 3 semaines. En cette saison, elle peut durer environ 2 mois. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'en ce moment, elle est extrêmement violente après près de 3 ans de sécheresse. Alors, plusieurs régions ont été touchées. Mombasa, la deuxième ville du pays, et Nairobi, la capitale, sont particulièrement affectées, avec des rues totalement submergées, avec des maisons remplies d'eau. De très nombreux habitants ont dû faire leurs valises pour quitter leur maison, se réfugier chez des amis, chez de la famille, en ville ou parfois même à la campagne pour essayer de trouver des solutions momentanées en attendant que la saison des pluies ne s'arrête. De très nombreuses maisons étaient notamment remplies de boue ici à Nairobi. Toute la journée, on a pu voir des habitants tenter de partir de chez eux. Alors, il n'y a pas de bilan à l'heure actuelle. Le comité de Nairobi n'a pas communiqué par rapport aux personnes déplacées, aux maisons sinistrées. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'au cours des 2 dernières semaines, au moins 80 000 personnes au Kenya ont été déplacées. Il y a eu une quarantaine de morts. Et le pays n'est pas le seul touché dans la région, puisque la Tanzanie est elle aussi touchée par une saison des pluies extrêmement violente. Au moins une 60aine de personnes ont été tuées. Il va falloir trouver des solutions momentanées, il va falloir s'armer de patience, préviennent les météorologues, car les bulletins des prochains jours et des prochaines semaines sont particulièrement alarmants. Allez, on ouvre notre dossier politique de ce dimanche soir consacré à l'actualité politique togolaise. Le pays, vous le savez, a basculé dans une 5e république à la faveur d'un vote des députés dont le mandat avait déjà expiré dès décembre dernier. Le Togo est ainsi passé d'un régime parlementaire présidentiel à un régime parlementaire. Ceci à quelques jours des législatives du 29 avril. Et pour aller plus loin, on retrouve Francis Laloupo, journaliste indépendant, chercheur associé à l'IRIS. Francis, merci d'être notre invité, de nous aider à décrypter Merci à vous. La séquence justement politique qui se déroule au Togo. Alors, d'après la nouvelle constitution, le pays vient de passer à un régime parlementaire. Qu'est-ce que cela implique déjà ? Cela implique que désormais, si on se penche sur le texte, le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel, qu'il sera élu par les députés et que le président devrait se défaire de certaines prérogatives au profit d'un président du Conseil des ministres. Voilà en résumé en fait ce que cela implique. Cela implique donc la suppression du suffrage universel en ce qui concerne la désignation du président de la République, ce qui signifie quand même une modification majeure parce que le suffrage universel, c'est quand même ce qui reconnaît en fait le souverain primaire, c'est-à-dire le citoyen qui se prononce pour désigner le dirigeant d'un pays, quoi. Donc il s'agit en fait d'un changement majeur, d'une réforme d'une grande ampleur, radicale. Et on peut s'étonner que pour passer, je dirais, à cette étape, on n'ait pas eu recours à un consensus national très large, c'est-à-dire notamment un référendum. Un référendum. On en parlera. Je préfère là, maintenant, qu'on écoute Sékou Sokingblé, voilà, vice-président du groupe parlementaire de la majorité, UNIR, qui nous donne certaines motivations de ce changement, justement, et on en parle juste après. Le régime parlementaire offre une plus grande stabilité politique aux États. Et si nous jetons nos regards dans la sous-région, nous allons constater que les régimes politiques dans ces pays sont cristallisés sur les présidents de la République. Et personne ne pourra dire que tout est fait pour que le président de la République, si demain il devenait président du Conseil, pour qu'il reste indéfiniment au pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut le croire? Est-ce que le régime parlementaire va mettre fin au super-présidentialisme? L'opposition et une partie de la société civile disent qu'au contraire, c'est qu'un moyen pour que le président Faure Gnassingbé se maintienne au pouvoir, en fait. C'est une monarchisation de la fonction présidentielle, tout simplement. C'est-à-dire c'est une manière, finalement, je dirais, de déresponsabiliser aussi le président de la République. Et je suppose que le président actuel, Faure Gnassingbé, va se représenter, en tout cas serait candidat pour prolonger son mandat prochainement, après en avoir effectué 4 mandats. Et donc, 19 ans au pouvoir. Oui. Voilà, donc le président du Conseil des ministres, dont on ne connaît pas encore très bien les prérogatives, à part que le fait qu'il voyagerait à la place du président, représenterait le président devant certaines instances internationales. Tout cela, en fait, me semble tout à fait, disons, curieux, parce que la question fondamentale que l'on se pose, c'est de savoir si c'était une priorité aujourd'hui au Togo de procéder à cette révision constitutionnelle dans un pays qui est confronté quand même à des urgences chroniques, en matière d'éducation, de santé, formation des jeunes, l'emploi des jeunes, et j'en passe, l'économie, le pouvoir d'achat, etc. Donc, les Togolais se demandent effectivement si c'était une priorité, effectivement, aujourd'hui, de passer à cette révision. Est-ce que cela apporte
apporte davantage de stabilité au Togo. Personne n'en sait rien. C'est un pari, je dirais, qui est un pari solitaire du pouvoir. Et c'est une initiative solitaire du pouvoir qui dénote par ailleurs, une forme de privatisation avancée des institutions de la République. Alors, les opposants au texte avançaient comme argument que la voie référendaire, justement, vous en parliez, pouvait permettre ce changement de constitution. À votre avis, pourquoi le choix a été fait de le passer par l'Assemblée nationale? Ça s'appelle un passage en force. C'est un passage en force parce que c'est une initiative privée du pouvoir qui a son agenda. Mais cela étant, ce qui se passe là, je veux dire, cette constitution est en cohérence avec ce régime qui est quand même vieux de 57 ans et qui n'a jamais mis à son agenda la notion d'alternance au sommet de l'État. Donc c'est une sorte, je dirais, c'est un nouvel épisode tout simplement dans la captation par un régime depuis 57 ans des leviers de l'État, des leviers du pouvoir. Mais au vu des résistances, justement, de ces... on a vu des manifestations, on a vu quand même une mobilisation de la société togolaise. Est-ce que vous diriez que cette crise, elle est annonciatrice de quelque chose de plus grand? Est-ce que le pouvoir des Gnassingbé est menacé ou pas? Vous savez, depuis 50 ans, on a parlé souvent de grandes menaces. Vous savez, dans la région ouest africaine, le Togo, c'est une usine à crise. Et on en a vu depuis 50 ans des crises à rebondissement. C'est un épisode de plus face à une opposition qui est fragmentée quand même, qui est parfois fatiguée, déboussolée. Et de temps en temps, on a vu aussi des opposants devenir des alliés objectifs du pouvoir pour des raisons particulières. Donc voilà, il s'agit d'un épisode de plus dans la captation des leviers, comme je disais, des leviers du pouvoir par un régime cinquantenaire et bien plus encore. Alors, ces législatives, du coup, deviennent importantes, cruciales même, parce que ceux qui remporteront ces élections, en tout cas, pourront prendre la tête du pays, finalement. Donc, je propose qu'on écoute, justement, pour l'opposition, on écoute Brigitte Kafoué-Adia-Mabo-Johnson du Front « Touche pas à ma Constitution ». Et on en parle juste après. Nous, on ne reconnaît pas cette Constitution. Mais si on s'entête et qu'on nous la présente au début, nous disons c'est très simple. Nos chers compatriotes, donnons-nous les moyens qu'il faut. Donnez-nous ces moyens-là. Dès qu'on arrive à l'Assemblée, ce qu'ils croient avoir fait contre nous, nous allons le défaire. Francis, l'opposition, elle a quand même néanmoins une carte à jouer. Est-ce qu'elle peut se fédérer pour ces élections et présenter un front uni? C'est une question récurrente aussi que vous posez, constante depuis plusieurs années, depuis des décennies, celle de savoir si l'opposition pouvait constituer un front uni et compact face au pouvoir. La réponse, malheureusement, au fil du temps, a été non. Et aujourd'hui, à la veille de ces législatives, le paysage politique togolais se présente au fond de la même façon qu'il y a quelques années encore, c'est-à-dire fragmenté, avec des oppositions qui n'ont pas forcément toujours le même agenda et qui, effectivement, ont pour objet simplement de croire de manière un peu incantatoire que chaque élection pourrait changer la donne. Or, l'histoire togolaise nous a prouvé que systématiquement, d'élection en élection, les dés étaient soit pipés, ou en tout cas les jeux étaient faits à l'avance. Et je ne pense pas qu'on aurait une surprise de ce point de vue à l'issue de cette législative, les résultats étant pratiquement fixés d'avance. Est-ce que ces élections, est-ce que les conditions d'ailleurs sont réunies pour des élections libres et transparente? Déjà, vous savez, on parle de la CEDEAO qui doit envoyer une mission aussi. Oui, bon, la date législative a déjà été déplacée, reportée par 2 fois, à l'initiative toujours du pouvoir. Donc c'est le pouvoir qui impose son chronogramme et qui impose son agenda. Drôle de démocratie quand même, drôle de compétition électorale dans un système où, finalement, je dirais, l'ordonnateur, finalement, du jeu électoral, c'est l'État. Et ce, je n'ai pas partagé avec les autres forces vives de la nation, avec les autres partis politiques. Donc, il n'y a pas, je dirais, une coproduction du jeu électoral par le pouvoir et l'opposition. Donc, cela nous amène à craindre, une fois de plus, un résultat qui est pratiquement écrit d'avance. On suivra ça, évidemment. Les élections, c'est le 29 avril. On suivra ça sur France 24. Merci, Francis Laloupo, d'être venu sur
ce JTA de France 24. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier de Lomé à Kara, en passant par Palimé. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.